Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous ce matin où que vous soyez. Je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. C'est de 8h jusqu'à 10h. Bonjour d'Algérie pour le meilleur de l'actualité. Et bien sûr, dans ce que nous avons choisi, sélectionné pour vous ce matin, nous aurons à recevoir un invité de marque. Il s'agit du chanteur Jazem Khalfa qui sera parmi nous ce matin pour parler de son actualité, mais surtout de la sortie de son tout dernier clip. Et puis, autres invités donc, qui nous permettront aussi de parler d'esthétique, de beauté et d'autres aspects donc, que nous décrirons avec eux, puisque nous parlerons de l'art de cultiver les jardins avec Madame Zalouki, directrice de l'école d'horticulture en Algérie. Et puis avec elle, nous aurons le plaisir aussi de recevoir Monsieur Harzallah, porteur d'un projet très important pour ce qui relève de l'environnement. Il s'agit d'un projet qui est en fait un système national de récupération et de reprise de déchets d'emballage. Les détails, ce sera avec lui tout à l'heure. Et bien sûr, dans cette matinale, nous aurons le plaisir aussi de parler et de revenir sur cette rentrée sociale, sur cette rentrée scolaire qui se fait bien sûr sur la base de nouvelles mesures initiées par le ministère de l'Éducation. Nous en parlerons justement avec un invité qui est un inspecteur central qui représente le ministère de l'Éducation. Et puis nous développerons aussi d'autres idées, notamment avec un invité qui représente l'association Infotrafic, puisque chaque rentrée scolaire coïncide avec des changements, des bouleversements de nos habitudes, et même sur les routes, il y a des changements qui peuvent être parfois néfastes. On en parlera avec notre invité justement. Dans cette matinale, nous retrouvons aussi nos acolytes du lundi, en l'occurrence Siham Kennouch, pour ce qui est des mythes et des rites. Et puis Ahmed Amouri, Ahmed Amouri, qui lui nous emmènera dans une balade à travers les internets. Bien sûr, le rendez-vous que vous attendez tous le matin, c'est surtout la météo. Et c'est parti dans un tout petit instant avec Feriel Chir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Voilà, une projection dans le futur très proche. Le mustaqbal al-qarib. Alors, la journée d'aujourd'hui. Bonjour Feriel. Bonjour à vous Ladia, bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Excellent réveil. Donc, on y va tout de suite? Avec plaisir. Merci à vous. Bonjour donc à tous ceux qui nous regardent ce matin. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, eh bien, la couverture nuageuse intéressera l'ensemble des régions du nord du pays. En effet, les nuages plutôt s'installeront dès le matin au nord. Ils apporteront des pluies sous forme d'averses orageuses assez marquées par endroits, notamment à l'intérieur ouest. Météo Algérie prévoit aussi un voile de nuages qui sera plus dense au fil des heures vers le sud-ouest, le Nord-Sahara, le sud des Oasis. Les nuages seront denses, ils apporteront quelques faibles pluies en fin de journée. À noter aussi des soulèvements de sable de l'extrême sud remontant jusqu'au Sahara oriental. Les températures, les voici saisonnières, en baisse notamment à l'intérieur du pays avec 20 degrés à Djulfa, à Relizane, il fera 21 à Al-Bayad, 23 pour Tlemcen, Oran, on attend 28 à Alger, 29 à Annabas, Kikda, 28 aussi à Galma, au sud 26 cet après-midi à Hassim Saoud ou Ladjilal, 36 à Gherdaya, 34 Béchar, 42 à Drar et Salah, 38 Ilizi et enfin un maximum de 44 degrés pour l'extrême sud. Place à présent à l'état de la mer. Cet après-midi, nous aurons une mer agitée avec des vents parfois assez forts, notamment vers le centre, entre 20 jusqu'à 50 km/h. Une mer peu agitée à l'ouest ainsi qu'à l'est avec des vents modérés entre 20 et 40 km/h. Avant de nous quitter, place à l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h39. Vous avez toujours le site de Météo Algérie qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Merci beaucoup. Je vous en prie. En tout donc cas, voilà. c'est une météo qui correspond un peu à la saison actuelle. Exactement. Là, on est voilà. vraiment On va dire que l'automne. l'automne s'est bien installé en Algérie. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Même s'il y a quelques petites ondes et quelques rafales de vent,
Le temps est plutôt agréable, la température reste quand même supportable. Oui, on ressent la fraîcheur, surtout au courant de la nuit et puis au lever du jour aussi, nous sentons cette fraîcheur. Et une qui progression. fait toujours du bien, voilà. Une belle petite progression comme ça. De temps en temps, le soleil nous fait coucou et puis il repart. Voilà. Exactement. Merci pour toutes ces précisions. Je vous souhaite une agréable journée. À vous aussi. Voilà, tout de suite, on se quitte en chanson, hein, Fariel, comme d'accoutumé. Allons-y, avec plaisir. Le groupe Courage Band, ça vous dit quelque chose? Sincèrement, non. Ben, je vais le découvrir avec les téléspectateurs qui ne connaissent pas non plus. Hein, voilà, c'est une belle découverte qu'on vous propose. C'est d'ailleurs une belle reprise d'une chanson très connue, Yalla la ya Turkiya. Et c'est parti.
Algérie. On est ravis de vous retrouver, de vous recevoir aussi dans cette ambiance très chaleureuse avec nos amis que je présente tout de suite. Siham, honneur aux dames d'abord. Bonjour Siham Kanouch. Bonjour chers amis, bonjour Ça à va vous tous et toutes surtout qui nous regardez. Je crois qu'il y a plus de femmes qui nous suivent le matin. Ah bon? Comme ça. Vous avez fait un sondage, comment vous le savez? C'est la Sur plupart- Facebook. Sur Facebook déjà, et puis les gens qui vous interpellent comme ça dans la rue. Je vous ai vu ce matin, vous avez parlé de telle chose et telle chose. J'aime beaucoup. En Et fait, on voilà. était suspendus à vos lèvres, Et hein, voilà. n'est-ce pas Imed? Elle raconte si bien les Je choses. sais pas si c'est les femmes ou les hommes qui regardent, mais je sais que mon épouse regarde au moins. Voilà. bah, vous voyez, c'est déjà, voilà. ça. C'est déjà ça. On la salue si elle nous suit ce matin. Bonjour Madame Lamouri. Alors, Imed, vous vous intéressez aux internets Voilà, ce ça matin. c'était comme l'année passée, les internets. Là, j'aimerais parler des films d'animation. Très bien. Parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup. Le cinéma en général, c'est bien, c'est vaste, etc. Mais le film d'animation, ça raconte beaucoup de choses parce qu'il y a le doublage. Absolument. Même c'est dans la intéressant. version originale, il y a le doublage. Donc c'est forcément quelque chose qui me raconte, qui me parle beaucoup. Voilà. En tout cas, on adore les films d'animation, tous comme on est. Et puis, ça porte énormément de symbolique. Hein. Exactement. Un peu comme la rubrique La de notre ami. La pêche était Vous lui avez facile. tendu une Elle était bonne celle-là. Donc voilà, les symboliques de et de et de. Ce sera un petit peu ce que vous développerez Tout à avec fait. nous cette année. Alors tout à fait. Alors, j'ai choisi pour vous cette année donc je vous propose de nous suivre pour connaître certains symboles très célèbres. Pourquoi un tel objet pour une telle symbolique? Quelle est l'origine de ce symbole? Pourquoi ceci et non pas cela? Donc je pense que c'est très intéressant et bon, on va essayer d'apprendre. Allez, on va des se lancer choses, avec et la puis on va- première symbolique. Alors, Alors, symbole aujourd'hui- 2 aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai choisi tout simplement la paix. Donc Ah. les différents symboles de la paix. Et vous allez voir ce que vous allez voir, que ce ne sont pas des symboles qui datent d'hier, ce sont des symboles qui datent de Bekri, de très très Bekri. Quand on donc s'est de connus, très c'est vieux. d'ailleurs, voilà. Oui, par exemple, du genre de prière ou laquelle. Exactement. La fameuse réplique du film, n'est-ce pas? C'était justement un doublage de Tout à fait. Bila Houdoud à l'époque, voilà, Tout qu'on à avait fait. beaucoup aimé. Le doublage, il va tourner On autour de va ça. y revenir, on va y revenir. Alors pour l'anecdote, il faut savoir que ma première télé, eh ben, elle était avec Ahmed Delamouri. Mon premier essai télé, il était avec Ahmed Delamouri. Eh ben, je vais dire la même chose. La symbolique, c'est que moi aussi. Voilà, c'était ma première télé. Excellent, Et excellent. on salue Haïdine Khaldi, c'était avec Ouais, elle qu'on avait fait l'émission Exactement, Aftar. exactement. Donc on va commencer, si vous le permettez, avec un symbole. Donc quand je vous dis la paix, La vous allez paix, me objet de dire- toutes les convoitises, en tout cas, tout à fait. convoitée par Donc, de par le monde et de vous par allez les me temps. parler en premier de la colombe. Et puis du petit brin d'olivier, de la branche d'olivier. C'est un Effectivement. symbole qui est très universel. À chaque fois qu'on parle, on dit Hamam et salam, vous voyez. Donc il y a toujours ce pigeon, cette colombe donc de la paix. Et puis aussi. Parfois, c'est un lâcher de colombe carrément dans les Exactement. événements. Ouais. Et nous avons cette colombe, ce dessin. D'ailleurs, la colombe qui porte en son bec Un l'olivier. petit brin d'olivier. tout Alors à fait. d'où C'est un combo ça de vient. paix, c'est vraiment la super paix. Voilà. Exactement. Donc nous sommes dans l'universalité. C'est un symbole universel, très répandu. D'où vient ce symbole? D'où ça vient? En fait, c'est très 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 ancien. Big point d'interrogation. C'est Alors, très ancien. Arabia, en fait, c'est un symbole qui vient d'un mythe biblique. Alors, on dit que quand Noé était dans Safina, dans son arche, et il a passé beaucoup de temps sur cette arche, et il ne savait pas s'il devait accoster quelque part, mettre pied à terre, est-ce qu'il devait arrêter de chavirer comme ça. Donc c'était le déluge, on imaginait que c'était une tempête tout le temps, mais devait-il s'arrêter ou pas? Un jour, en plein horizon, il y a eu un éclaircissement, un petit éclaircissement. Alors il a voulu savoir si sur la terre tout allait bien et s'il pouvait descendre, donc quitter l'arche. si déjà il y avait terre. Voilà. Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il regarde autour de lui, il trouve le corbeau. Alors il lui dit, va, regarde, cherche s'il y a une terre. Donc le corbeau va prendre son envol. Est-ce que je fais les bruitages?
Voilà. J'aime bien. Ça peut aider. Donc, en fait, il va partir très loin, il va trouver effectivement une terre. Seulement, le corbeau va s'arrêter devant donc, une charogne, il va commencer à la manger, il oublie complètement donc, de revenir vers Noé. Et Noé attend. Et puis là, il arrive à la fin de sa patience et il va faire en sorte que le corbeau soit un oiseau maudit, qu'il ne se nourrira que de charogne. Alors, d'un autre côté, il regarde encore une fois autour de lui, il trouve la pauvre colombe. Alors la colombe, il lui dit, vas-y, regarde et cherche. J'aurais dit la très belle bien. colombe. Justement, j'allais dire la J'aurais pauvre pas dit colombe. la c'est- pauvre colombe, parce qu'il j'aurais dit la belle. J'arrive à la colombe. Pourquoi? D'accord. Parce qu'il a... Elle connaît la suite, elle. Voilà, elle connaît la suite. Non, je vais pas le spolier là. Là, on est là. Ah, معلش Alors, معلش. elle va à la colombe, elle va prendre justement son envol, elle va partir chercher, elle trouve effectivement la terre, mais quand elle va mettre justement ses pattes sur terre, elle va les mettre sur une mare salée. Et c'est là où les pauvres pattes, donc de la pauvre S'enlise. exactement, et il se brûle par l'acidité du sel de cette terre, et c'est pour ça qu'on dit que la colombe est belle, mais elle a de très Vilaines petites pattes. parce qu'elles ont été brûlées, elles sont toutes rouges, elles ont été brûlées par l'eau très salée. La mer venait de se retirer, donc, et pour prouver à Noé qu'il y a terre et qu'on peut descendre sur terre, elle va chercher une plante, et c'est là où elle va trouver l'olivier, donc elle va arracher une petite branchette, un petit brin d'olivier, et elle va le ramener dans son bec vers Noé en lui disant, voilà, c'est la paix sur terre. Et c'est de ce mythe biblique que l'histoire de ce symbole a vu le jour. C'est depuis qu'on dit que la colombe et le brin d'olivier est devenu bien sûr un grand symbole de paix. Et c'est peut-être pour ça, pardon, c'est peut-être pour ça aussi que maintenant on consomme les olives salées. Peut-être qu'avec l'histoire de la colombe, non. Là, je ne peux pas vous répondre. C'est un autre symbole pour une autre rubrique, peut-être. Mais je sais qu'Ahmed, enfin, non. Ça mérite de creuser un petit peu. En tout cas, il faut savoir qu'on consomme quand même les olives depuis l'ancienne Antiquité. Que dans le bassin méditerranéen, l'olivier et l'olive, c'est quelque chose de très très précieux, qui ont fait déjà bon mariage et bon symbiose avec Athènes. C'était déjà l'arbre d'Athéna, la déesse d'Athènes, donc celle qui était dans la sagesse, dans la prospérité, etc. Donc c'était déjà un arbre assez sacré, même avant le mythe biblique, c'est-à-dire même pendant l'Antiquité. Alors même sa transformation en huile remonte à l'ancienne Antiquité. Tout à fait. Les anciens ustensiles de broyage, etc. existent et subsistent toujours. Et même que l'huile en elle-même, dorée, elle remplaçait la lampe, c'était à la lumière. Donc il faut dire que c'était déjà la paix. On avait le feu, on avait la lumière, quoi d'autre? Et les olives salées, voilà. Et les olives salées pour faire une bonne entrée. Je salue on rentre déjà. avec une olive salée. À défaut de colombe, on fait des lâchers de ballons blancs. C'est pour symboliser la paix aussi. En fait, donc la couleur de la colombe. Tout à fait. Donc c'est un glissement sémantique où on voit justement la couleur de la colombe qui a glissé, qui a donné donc la couleur blanche et qui va vraiment être un symbole aussi de la paix. Il y a un autre symbole qui est très récent, qui est très 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 récent. C'est Peace and Love, vous voyez bien petit sûr, la symbole paix, là, c'est le petit symbole, qui symbolise la paix. En fait, c'est très 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 récent. Nous sommes loin de l'Antiquité, de l'Arche de Noé, etc. Les années 60, On est les 70, années 60. 58, 60. Et c'était pendant une manifestation donc contre l'armement nucléaire. Tout à fait. Et c'est à partir de là que le symbole Peace and Love donc, a vu le jour, et c'est à partir de là justement que ce symbole est devenu le grand symbole du mouvement hippie, entre autres, oui. Du mouvement zen, tranquille, yoga, etc. etc. Voilà. Et ça a bien sûr accompagné plusieurs associations. Et jusqu'à présent, il existe toujours en collier, en médaillant, on le trouve dans des tableaux, on s'inspire de ce symbole pour créer autre chose, et c'est très vaste. Et en tout cas, la symbolique est insérée dans la mémoire collective universelle. Tout à fait. Donc je passe sur le côté psychologique. Oui. D'accord. Dans la psychologie, il y a ce qu'on appelle l'inconscient, le subconscient collectif. Donc le subconscient collectif fait en sorte que quand, par exemple, vous rêvez d'eau ou de mer, cela signifie que vous êtes
en paix. Alors ça n'a rien à voir avec le déluge de Noé, d'accord, mais d'après Jung, donc le célèbre psychanalyste, on dit que ça a une relation avec les eaux dans lesquelles le fœtus grandit. Voilà, l'utérus, le liquide amniotique. Le liquide amniotique, donc dans le ventre de sa mère. Et il se sentait en paix, ce fœtus, il était bien entouré d'eau partout. Et c'est pour ça que quand on fait donc ce rêve où entouré d'eau, nous sommes en pleine mer, dans ce rivière, c'est-à-dire que tout va bien, que nous sommes ou dans une belle baignoire. Et puis cette tradition, quand quelqu'un voyage et on jette derrière lui une tasse ou un verre d'eau, c'est-à-dire va en paix. Et ça explique tout, c'est une tradition qui est chez nous. Alors pour finir, je vous visite par exemple, je vous invite plutôt à visiter, si vous voulez voir, un des plus anciens oliviers en Algérie, donc qui est un grand symbole aussi de la paix. Alors je vous invite de faire un tour à Tagaste, c'est-à-dire à Sfaras, où vous pouvez voir Saint-Augustin. Saint-Augustin et l'olivier ou l'arbre, l'olivier de Saint-Augustin, un olivier, on dit bien sûr, qu'il a été planté par les mains donc du grand Saint-Augustin, l'érudit Saint-Augustin. Et il existe toujours, juste à côté de la mairie, donc vous pouvez le voir, faire une visite en paix. Tagaste, c'est une belle ville, à l'est algérien, d'accord. C'était une ville des lions, mais de la paix aussi. Il fait partie justement du parcours touristique culturel, bien sûr, de tous ces chrétiens qui viennent visiter la ville de naissance de Saint-Augustin. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était la paix et ses différents symboles. Je crois que lundi prochain, je parlais de l'amour. Oh, pas mal, hein. C'est un bon départ. C'est un bon départ entre là. Je vais essayer de voir un film d'animation. Je vais essayer de voir un film d'animation qui sera en rapport avec ça. Qui sera en rapport, oui, tout à fait. Ce serait sympa. Tout à fait. En tout cas, voilà. C'est parti vers Inès. Sans transition. Sans transition aucune. Sans perche non plus. Et donc, on arrive à parler de films d'animation ce matin. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous en avez regardé quelques-uns. Depuis longtemps, ça existe. On peut parler des Blanche-Neige de Disney parce que c'était le premier film d'animation long métrage de Walt Disney, c'était en 1937, je dois préciser parce qu'on arrive bientôt à 2037, voilà, donc il vaut mieux préciser. Et bien évidemment, il y a plusieurs studios d'animation, il y a plusieurs entreprises de production internationales qu'on connaît. Je vais en parler aujourd'hui, mais d'une seule, c'est Pixar. Je ne sais pas si vous avez en tête l'image de la lampe qui saute comme ça. C'est Pixar. Oui, alors, tout à fait. Qui remplace le I justement de Pixar. Oui. C'est une entreprise qui a été rachetée par Disney. Les films qui ont été produits sont maintenant produits par Disney. Et ça, le film dont je parle aujourd'hui, c'est Toy Story, le tout premier film de Pixar Animation, le tout premier long métrage. Alors Toy Story, ça raconte l'histoire, Toy Story, c'est l'histoire de jouets. Sauf que le personnage... C'est l'introduction de la 3D aussi. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu l'introduction de la 3D. C'est vraiment l'introduction de la 3D de manière un petit peu basique, parce que ça existait dans les courts-métrages, ça existait dans certains petits dessins animés qui n'étaient pas encore au top. Mais là, en termes de film d'animation, et pour Pixar, c'était une vraie révolution. Et on suivit après les Shrek et consorts. Donc là, Toy Story, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Andy. Voilà, Andy, si on veut avoir l'accent correct, qui a des jouets qu'il utilise tous les jours, avec lesquels il joue tous les jours. Mais l'un d'eux, c'est un certain cow-boy qui s'appelle Woody. Et ce cow-boy, c'est un petit peu le chef du village, le chef des jouets dans la maison. Le leader. Le leader, voilà, le cow-boy, tout simplement, le shérif, parce qu'il a son étoile de shérif. Et à chaque fois que ce jeune garçon, Andy, sort de sa chambre pour aller à l'école, ou alors pour aller à la cuisine, ou peu importe, et on voit ces jouets s'animer. C'est un festin qui s'anime. En général, on dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent, mais là, quand Andy n'est pas là, les jouets dansent, parce qu'ils bougent, ils ont leur vie, etc. Si on peut voir un extrait déjà l'affiche, je ne sais pas si on a vu l'affiche. Du premier Toy Story. Voilà, du premier qui était sorti en 1995 aux États-Unis. C'était en novembre 1995. Et la précision que je voulais donner, c'est par rapport aux chiffres, parce qu'on aime bien parler de chiffres pour comprendre est-ce que c'était une réussite ou pas. C'est un film d'animation qui a eu une moyenne de retour de 8,5 en moyenne sur 10. Ce qui est un chiffre énorme pour l'époque. Et même jusqu'à présent, il y a des gens qui voilà. Voilà, ça c'est les images arrivent. Ça c'est vraiment le trailer de 1995-96. Allez, tout le monde dans ma chambre. Alerte rouge, Andy remonte dans sa chambre. Andy arrive, tout le monde à sa place et que ça saute. J'ai perdu une oreille. Chaud devant. Vite, j'ai besoin de place pour faire atterrir le vaisseau spatial. Woody, le vétéran. Tu me cherches des crosses? Oh, canon, ton
ton dessin. Buzz, le nouveau. Il va te prendre ta place. Personne ne perdra sa place. Excusez-moi. Buzz Lightyear, à la rescousse. Oh, on veut jouer. Déjà demandé ce que peuvent bien faire les jouets quand personne ne les regarde. En avant, les amis, que la fête commence. Alors, l'objectif maintenant de ce premier extrait de la bande-annonce, c'est pour montrer, c'est un petit peu pour illustrer ce que je disais. Donc il y a Andy, le jeune garçon, le propriétaire de ces jouets. Et à chaque fois qu'il sort, les jouets sont vivants, si je puis dire. Ils ont carrément une vie. C'est un univers très intéressant à regarder déjà parce que vous voyez, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de vie. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a l'arrivée d'un nouveau jouet. Il s'appelle Buzz l'éclair, ou alors Buzz Lightyear. Et c'est à ce moment-là que ça va un petit peu chambouler le bon déroulement de l'histoire qui se déroule dans la chambre d'Andy entre les jouets. Là, Buzz l'éclair, il va prendre la place de Woody. Et Woody, il n'est pas vraiment content. Et on va voir justement que Buzz l'éclair va devenir son meilleur ami, va devenir son acolyte, etc. Mais en attendant, il y a une bagarre. Donc je ne sais pas si on peut voir le deuxième extrait de la bande-annonce. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une bagarre entre les deux. C'est un combat de coq, si je puis dire. Tête de l'heure. Il fait un complexe. Allons, les amis. Mais tout va s'accélérer. Ils vont perdre la boule et faire le grand saut. Dans le monde réel. Il est tombé dans le jardin de cidre. Il torture les jouets. Où est ton sens de l'honneur, copion? Un bon soldat n'abandonne jamais un homme à terre. Où le but du jeu est de survivre. Ah, je suis perdu. Et tout ça, c'est ta faute. La faute. Mon laser va l'anéantir. Tu es un jouet. Serre-toi de ton bras car il est intégré. Quel caractère de cochon. Prêt pour les Star Command, envoyez des renforts. Tu n'es qu'un jouet. Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Mais où est passé ce cow-boy à la noix? Allez, les gars. Vite, 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 vite. Mon royaume boit à cheval. Vite, dans le coffre. Négatif. Rien de plus sûr que le cockpit. Quel crétin. Ça plane pour moi, Woody. Direction l'infini et au-delà. Walt Disney Pictures présente le premier long métrage entièrement en images. Vers l'infini et au-delà. Ça plaît pour moi. Voilà, ils Ça rappelle une chanson, oui. Mais j'attendais justement le moment où il allait dire vers l'infini et au-delà, c'est la réplique phare de Buzz Moi, par l'éclair. exemple, j'ai une Oui, c'est question à Ahmed. Il faut combien de temps pour faire un film d'animation? Je trouve que c'est très long quand même. Ça prend énormément de temps et ça Ouais. dépend du budget que vous avez et des équipes que vous avez. Par exemple, ce film, en 95, est sorti en 95, donc il a commencé, on va dire, début 90, parce que c'était une question de technologie, comme le disait Radia tout à l'heure. Tout le monde n'était pas vraiment à jour en termes de technologie, de la 3D, etc. Donc ça a pris du temps et ça demandait beaucoup d'argent. C'est un film qui a coûté 30 millions de dollars. Quand même, pour l'époque, c'est énorme. Et qui a fait rentrer à la boîte, au box-office, 363 millions de dollars quand même. Bon. C'est pas rien, voilà. Oui, parce que tout le monde était curieux de découvrir. Oui, justement, c'est pour ça qu'on se dit que c'est un investissement, ça demande du temps, beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, beaucoup de technicité, de technologie. Mais voilà, quand on a du retour, ça encourage. Il y a eu le 2, le 3 et le 4, le 2 sorti en 99, le 3 en 2010 et le 4 en 2019. On en parlera dans peut-être d'autres émissions. Mais ce que je voulais parler aussi, c'est du casting. Là, quand on parle de films d'animation, il y a du doublage. voix. Avec des personnalités, le plus souvent des personnalités très connues. Ouais. Woody, le personnage, le jouet principal, a été incarné par Tom Hanks. On peut voir justement, Tom Hanks, vous connaissez sûrement, il s'agit de Forrest Gump, Seul au monde, voilà beaucoup de films. Si on peut voir Tom Hanks à l'œuvre qui explique comment ça s'est passé. Il est d'ailleurs tout jeune, c'était en 95. N'oubliez pas que voilà, ça fait quand même 27 ans. Ça fait un bon temps. Voilà. This is what they need. All right, listen. No one's getting replaced. Now, You do every line probably 17 times. What? No, listen. No one's getting replaced. This is Andy we're talking about. All those 17 ways different. Listen, hey. No one's getting replaced. Hey, listen. No one's getting replaced. This is Andy we're talking about. But the end result is you run the gamut from A to Z on whatever the emotion. Like today, I said the word no. I did a riff on just saying no. And I said no every conceivable way. No. Voilà, c'était important de voir comment il parle en face du micro et ce que ça donne ensuite sans le voir à l'œuvre. Et c'est vraiment ça ce qui est intéressant dans les films d'animation. Alors, vous l'avez compris, Toy Story 1 sorti en 95 aux États-Unis, est sorti en Europe et un petit peu partout dans le monde en 96, début d'année. Et son acolyte, qui était d'abord son ennemi, son rival, Buzz l'éclair, a son propre film maintenant. Il est sorti en 2022. Ça aussi, peut-être qu'on en parlera dans un autre numéro. Voilà, Buzz l'éclair, sorti en 2022. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Je vous le conseille parce que ça reste dans l'histoire.
c'est ce qu'on appelle dans le milieu un spin-off. C'est-à-dire que c'était pas obligé de détailler l'histoire de ce personnage que tout à l'heure vous dit, on avait vu, il lui a dit « tu n'es qu'un jouet ». Il l'oublie lui-même, ce Buzz l'éclair, il oublie qu'il n'est qu'un jouet en fait, mais c'est un jouet… Il nous fait oublier aussi voilà, que c'est un jouet, c'est ça qui est bien. C'est exactement ça la que je voulais dire, c'est qu'en regardant, on oublie que c'est des jouets en fait. C'est vous qui revenez vers le film. Hein. Bah oui. C'est quand il y a des humains, de vrais humains, entre guillemets, qui rentrent dans la chambre où il y a les jouets, que les jouets sont inanimés et qui ah oui, on est des jouets au final, on n'est plus vivant, on parle pas, etc. Voilà, donc je vous conseille de regarder cette licence si vous ne la connaissez pas, Toy Story. Bien évidemment, c'est une licence Disney qui est disponible dans la plateforme Disney+, que vous pouvez regarder et qui est disponible même en Algérie. Voilà. Très bien. Merci infiniment. Donc, on va faire tout un voyage à travers les films d'animation cette année, si j'ai bien compris. J'espère que vous apprécierez. Voilà, j'espère que vous apprécierez en tout cas, parce que c'est comme le disait tout à l'heure. Une voix que j'adore, c'est l'âne de Shrek. Ah bah oui, Eddie Murphy, voilà. Ce sera peut-être l'un des prochains films dont je vais parler parce que là, en dehors du doublage Radia, c'est le personnage vraiment qui est impactant. Voilà. Entendu, merci beaucoup Ahmed, merci Siam. Je vous en prie. Passez tous les deux une agréable journée, ainsi que tous ceux qui nous suivent ce matin. Donc on va continuer aussi de vous présenter d'autres thématiques, notamment revenir sur cette rentrée scolaire avec un invité qui va suivre tout de suite. Se lever de soleil sur le monument des martyrs à Riyad el Fath, que nous reprenons nos discussions dans cette matinale, notamment avec monsieur Moussa Abest, inspecteur central du ministère de l'Éducation. Il vient de nous rejoindre, bienvenue. Bonjour madame. Ça va, bien arrivé, bien installé? Très bien. Ça va, on vous a servi un café ou pas encore? Est-ce qu'on vous a servi un café, monsieur Moussa? Pas encore. Ah bah, ça se fera peut-être à la sortie, Inch'Allah. En tout cas, vous êtes là pour parler de toutes ces nouveautés, toutes ces nouvelles mesures qui accompagnent la rentrée scolaire 2022-2023. Donc voilà, elles sont nombreuses. On va commencer par d'abord souhaiter une bonne rentrée à tous les bambins, tous les élèves, tous cycles confondus, donc primaire, secondaire, collège. Donc voilà, j'espère qu'ils passeront une belle saison, Inch'Allah.
Voilà. En tout cas, pour vous, ça a été aussi l'occasion d'apporter du nouveau, un souffle nouveau cette année, n'est-ce pas? Ça s'est déjà concrétisé par l'introduction, entre autres, de la langue anglaise dans le primaire. Tout à fait. Bonjour à vos téléspectateurs. Effectivement, cette année se caractérise par quelques mesures phares au niveau de la rentrée scolaire 2022-2023. Vous l'avez dit, la première mesure décidée par le président de la République, c'est l'introduction de l'anglais dans l'école primaire. On peut aussi parler de l'allègement du cartable, des mesures pour alléger le cartable, puis aussi une nouveauté par rapport au bac. Très bien, l'introduction de nouvelles filières. Tout à fait. Voilà, introduction. Voilà, donc pour on va y aller progressivement. Ouais. On va commencer par parler de l'anglais. Donc, en quelle année cette langue pourra être justement enseignée aux élèves de primaire? Alors, cette année, l'introduction de l'anglais va concerner les 3e AP. Et puis, elle va se généraliser progressivement pour les 4e et les 5e AP. C'était une mesure décidée par M. le Président de la République, comme je l'avais dit. Donc il a fallu préparer les programmes, les manuels, l'encadrement pédagogique. Tout ça a été fait. Toutes les écoles seront encadrées grâce à un recrutement qui s'est fait sur la plateforme numérique de manière très transparente. Tout le monde s'accorde à dire que les choses ont été tout à fait transparentes. Il y a eu un classement au niveau de la commune parce que le premier critère, c'est un critère de proximité. De proximité et pour puis, garantir justement la présence dans les écoles de tous ces enseignants. Pour que l'enseignant ait à accomplir ses tâches pédagogiques dans les meilleures conditions. Et puis aussi un autre critère lié à l'ancienneté du diplôme. Ces enseignants recrutés ont bénéficié d'une formation rapide de 2 fois 5 jours à raison de 60 heures de formation pour les préparer à prendre la classe de la meilleure façon possible. J'imagine que c'est pour les notions pédagogiques qu'ils n'ont pas acquis justement au niveau de l'université. Donc c'est un complément aussi pour les notions psychologiques, j'imagine. C'est une formation prise de poste. Il y a un volet didactique, bien sûr, un volet pédagogique, un volet gestion de la classe, volet programme aussi, programme de la discipline. Donc, et puis législation scolaire aussi pour que les enseignants puissent connaître leurs droits et leurs devoirs. Ils sont recrutés dans le cadre de contrats pour une année. Une durée déterminée en attendant peut-être un recrutement définitif. En attendant de régulariser par des recrutements. Il y aura un concours certainement durant l'année, on ne sait pas, selon les besoins. Ça va être un recrutement sur titre et non sur épreuve écrite comme ça se faisait avant, pour pouvoir capitaliser justement l'expérience de tous ces contractuels qui ont eu à prendre des classes et qui ont eu à s'exercer donc dans la pédagogie. Donc c'est une évolution méritoire. Donc selon les plus compétents, voilà, etc. sur le classement. Et donc voilà, nos équipes aussi se sont intéressées à cette nouveauté, notamment Fadia El-Hamdi qui s'est déplacée dans les écoles pour nous faire part justement de cette rentrée, assister au premier cours d'anglais donc dispensé dans certaines écoles. Et en voici le compte rendu, surtout à Tipaza, on va voir. Nous sommes à quelques kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Tipaza, et plus précisément à Merad, où nous avons rencontré ces élèves d'une école primaire qui débutent leur premier cours d'anglais. Good morning, sir. Good morning, sir. Sit down. Wait. Okay. Great. Excellent pupils. I am your teacher. Pour le cycle primaire, cette rentrée scolaire est marquée par l'introduction pour la première fois de la langue anglaise. Okay. Turn around.
استفدنا كسائر الولايات ب 109 منصب. 109 candidats ont bénéficié d'une formation qui a duré 12 jours. Il faut dire que l'anglais, qui est la langue la plus utilisée dans le monde, doit être enseigné dès le cycle primaire pour que nos enfants puissent apprendre tout vite et bien et qu'ils soient demain aisément à la page de tous les progrès scientifiques et technologiques. 21 septembre على مستوى كل البلدية كل المدارس الابتدائية لولاية تيبازا. بالنسبة للوحات 90 tablettes tactiles distribuées pour 11 écoles au niveau de la wilaya de Tipaza pour les élèves de 3e, 4e et 5e année. معدل 90 لوحة رقمية طابلات في كل مدرسة مخصصة للسنة الثالثة والرابعة والخامسة. Hi, how are you? Fine. What's your name? La tablette est utilisée en classe soit pour des travaux de groupe, soit en travail individuel pour proposer à l'élève des activités variées afin de l'aider à construire des compétences disciplinaires. How are you? Fine. What's your name? I am Betty. Yes, ask her. And what's your name? I am Ella. Hi. Hello. Hi. How are you? Mohamed, Ella et Akram, très contents de reprendre les cours. Ils apprécient beaucoup leur nouvelle maîtresse d'anglais. What's your name? Very good. I am Ishaq. Very good. And what's your? Ask him. What's your Name. What's your name? Yes. قبلها فصيل يعني جاتهم لغة وكأنها ماشي étrange. Toutes les dispositions sont prises pour l'introduction de la langue anglaise au primaire dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, je suis là et je suis très contente d'être avec ces élèves pour leur apprendre la langue anglaise. أنا نبغي الأستاذة تاعي بزاف خاطر تقريني مليح وتعلمنا الأنجلي. مليحة الأنجلي. شي خاطر أنا علمتنا بزاف نحفظوها. كنت فرحان. ونشكر الأستاذة تاعي بزاف اللي قرأتنا اللغة الإنجليزية. Le ministère de l'Éducation nationale a appelé tous les membres de la famille éducative à la mobilisation et l'unification des rangs afin de garantir le succès de la rentrée et d'assurer un départ réussi. Voilà, initiation, exemple justement de cette école primaire à Tipaza. Donc voilà, initiation à cette langue universelle, langue de la technologie, langue vraiment qui permet justement l'accès aux différentes cultures de ce monde. Donc ça a été réfléchi sur plusieurs années, j'imagine, il y a cette réflexion d'avancer justement l'apprentissage de l'anglais au primaire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est disons, c'est un projet qui remonte quand même à plusieurs décennies, mais là, le ministère a franchi un pas très important en avançant l'enseignement de l'anglais à l'école primaire. Vous vous rappelez que, par exemple, dans les années, je sais pas, 70-80, l'anglais était enseigné beaucoup plus tard. Au collège. Du collège, qu'en première année. Elle a été avancée ensuite en première AM. Et là, donc, les élèves du primaire vont pouvoir bénéficier de cet enseignement. Très bien. Donc ils auront à découvrir parallèlement donc, la langue française et la langue anglaise, donc voilà, dès le cycle primaire. Ça leur fait deux langues en poche. Et c'est vrai que l'esprit d'un enfant le permet en général. C'est-à-dire qu'il est vraiment, comment dire, très maniable et dans la mesure où il a cette aptitude à assimiler énormément d'informations. Donc les langues sont, enfin il est recommandé d'apprendre les langues à un âge très très précoce, n'est-ce pas? C'est à cet âge-là qu'on apprend le mieux, parce que le cerveau de l'enfant il est en plein développement, il est plastique, donc il s'adapte à l'apprentissage de plusieurs langues. Oui, effectivement, les théories dans ce domaine ont beaucoup évolué. Avant, on disait qu'il y avait disons, un apprentissage des langues qui devait se planifier l'un après l'autre. Mais les théories émergentes, notamment en sciences cognitives, ont montré qu'un enfant peut effectivement
apprendre plusieurs langues simultanément. Et là, donc, dans le système éducatif, grâce à l'introduction de l'anglais, les enfants auront 4 langues, donc 2 langues nationales officielles et 2 langues étrangères. Ils auront toute l'attitude après de perfectionner au niveau du collège et au niveau du lycée. Très bien. Effectivement, donc nous avons vu dans le reportage qu'il y avait aussi une autre nouveauté, l'introduction pour cet apprentissage de l'anglais de toutes ces tablettes, donc de nouvelles technologies accessibles aux enfants du primaire. Ce n'était pas le cas avant. Donc là aussi, ça permet aussi l'allègement parce que le cartable, c'était vraiment la hantise des parents, la hantise des élèves depuis des années. Là aussi, c'est une mesure, la mesure importante et nouvelle aussi. C'est aussi un vieux projet d'alléger du cartable. Les doléances dans ce domaine, les doléances des parents remontent à plusieurs décennies. Cette année, grâce à la décision de M. le Président de la République et de M. le Ministre, on peut dire que ce problème va être résolu. Elle est résolue à quelques niveaux. Donc, premièrement, l'introduction de la tablette pour les 3e, 4e et 5e AP. Il y a, pour l'année passée, il y avait une école pilote par wilaya. Cette année, ça s'est élargi à 1629 écoles au niveau national. Toutes les wilayas sont touchées. Et la tablette va ensuite se généraliser à travers toutes les écoles. Dans la tablette, il y aura les manuels scolaires, il y aura une bibliothèque numérique qui pourrait intéresser les élèves. Ensuite, il y a un livre numérique aussi gratuit pour l'école primaire, mais qui est valable aussi pour les cycles du moyen et du secondaire. La 3e mesure par rapport à l'allègement du cartable, ce sera donc une création d'une 2e copie du livre scolaire qui sera disponible dans l'école. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas besoin de déplacer ses livres jusqu'à l'école. Ce qui alourdit le cartable. Il y aura une 2e édition donc, du livre qui va être propriété de l'école. D'ailleurs, c'est écrit sur le livre, mon livre, Kitabi. Et puis, les enfants n'auront pas le droit de le sortir de l'école. Ce sera donc de la responsabilité du directeur de l'école et des enseignants. Mais ils ont la seconde copie qui est à la maison pour préparer justement leurs examens, leurs devoirs. Et puis le livre aussi numérique et la tablette. Donc il y aura un large choix d'accès à ces livres. Maintenant, c'est vrai que les parents ont beaucoup insisté sur l'allègement du cartable. C'est une revendication assez ancienne. Mais là, le ministère, grâce aux rencontres qu'il y a eu avec les associations des parents d'élèves, il y a eu des recommandations pour que les parents puissent à la maison contrôler le contenu des cartables pour qu'il n'y ait que des choses nécessaires à la scolarité, au cours. Ça fait plaisir en tout cas qu'il y ait autant d'écoute et qu'il y ait concrétisation de certains projets qui étaient en attente. Voilà, donc, et donc, qu'en est-il de la 5e année primaire dites-moi. Alors, pour la 5e... En parlant des parents d'élèves, il y a certains questionnements. Oui, tout à fait. Donc, comme vous le savez, l'année passée, il y a eu un abandon de l'examen de 5e AP. Les études et les rapports internes ont montré que cet examen n'apportait pas une plus-value en termes de pédagogique. Et ça a un coût très important parce qu'il se faisait au même titre et dans les mêmes conditions que le BEM par exemple ou le bac, ce qui nécessitait la mobilisation de moyens très importants qui dépassaient le cycle, le secteur de l'éducation. Et là, cette année, mais comme on a supprimé l'examen de 5e AP, il fallait bien trouver quelque chose qui puisse remplacer, mais avec des perspectives pédagogiques plus intéressantes. Donc cette année, il y aura l'installation des examens de 5e AP à la fin du cycle, mais ce ne va pas être un examen national, ça va être un examen local. Interne, donc. Et ce ne sera pas un examen pour valider, pour attester, disons, dans la dimension importante en tout cas, n'est pas celle d'attester le niveau en 5e AP, plutôt celle de prévoir les difficultés des élèves au collège. Vous savez que les difficultés que rencontrent les élèves
et qui se manifeste à travers des redoublements massifs et des classes surchargées. C'est généralement dans les intercycles, en première AM, en seconde et en première année universitaire. Donc pour anticiper ces difficultés, pour les prévoir et assurer une meilleure scolarité des enfants, donc il fallait mettre en place un test des acquis des élèves qui puisse détecter d'éventuelles difficultés pour pouvoir les remédier et accroître et approfondir les apprentissages au cycle primaire. Au palier donc ça va être sous également. forme sur la base d'un référentiel d'évaluation qui est sous l'égide, elle est en pleine élaboration, sous l'égide du Conseil national des programmes, et ça va être mis en pratique en principe à la fin de cette année. Très bien, donc les prochaines cinquièmes, enfin celles de cette année, vont devoir mettre en application cette nouvelle mesure. En tout cas, voilà qui est une bonne réponse pour les parents. Local, sans enjeux. Voilà, sans la contrainte, le poids de cette. important lié aux examens officiels habituels. C'est une transition qui se fera le plus normalement du monde avec une évaluation interne. En tout cas, merci infiniment, Monsieur Moussa Abès, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes inspecteur central auprès du ministère de l'Éducation. Merci de nous avoir permis de répondre un peu aux téléspectateurs, les parents notamment qui nous suivent ce matin. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, merci. Si vous aimez les voyages dans l'Antiquité, je vous invite aussi, ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent, à découvrir une très belle région. Une région jadis convoitée par les Romains, donc qui envoyaient justement beaucoup de leurs soldats, les vétérans notamment, dans cette très belle région très verdoyante de notre pays. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Miliana. Rappelez-vous le film Gladiator, entre autres. Et bien, Gladiator, dans l'une de ces scènes, dans plusieurs de ces scènes, lorsque Maximus est à l'école des Lanistes, il s'agit de cette région, Zoukabar. On va en parler avec justement notre reporter Sophia Chouban, et c'est parti. Ville historique et révolutionnaire, Miliana a été bâtie dès l'époque romaine comme une cité-garnison sous le règne d'Octave. Mais elle demeura une province humide qui s'est bien développée grâce à son minerai de fer des monts du Zakar. L'ancienne appellation de Miliana est Zoukabar, un nom romain qui a été d'ailleurs cité par des écrivains et des géographes. Évidemment, cette ville était rattachée à la Maurétanie césarienne d'El Qaïsaria de Cherchef. Durant le Moyen-Âge, l'antique Zoukabar fait partie du territoire des Mahrawa et connut une grande prospérité à la fin du Xe siècle. Elle est citée d'ailleurs par des géographes musulmans, dont El-Idrissi et El-Bakri. Plusieurs dynasties musulmanes, comme les Almoravides, les Almohades, les Zianides et les Habsides, se sont succédés dans cette contrée de l'ouest du pays. Par l'arrivée des Ottomans, Miliana fut annexée comme base militaire au même titre que Médéa et Alger. Par la suite, elle a été occupée par les Français, ce qui incita l'émir Abdelkader ibn Mahieddine à mener une résistance entre 1835 et 1837. La population de Miliana a accueilli avec beaucoup de ferveur l'émir Abdelkader quand il est rentré dans la ville à cette époque. C'est ainsi que cette résidence porte le nom de la maison-musée de l'émir Abdelkader. Transformée en un musée, la manufacture d'armes et plusieurs autres structures de cette époque sont les témoins de l'histoire, tout comme la maison-musée de l'émir Abdelkader, qui est revisitée dans sa mémoire tout autant que les espaces où sont exposées les photos de martyrs de la révolution algérienne, natifs de la région, comme Mohamed Bourras, père fondateur des scouts musulmans, Ali Ammar, dit Ali Lapointe, Mustapha Ferrouchi, Mustapha Tounsi et bien d'autres encore.
Quant à Sid Ahmed Ben Youssef al-Rachidi, théologien éminent et soufi, demeure le saint patron de la ville, son mausolée a été classé en 1978 comme monument historique. Suspendue comme une perle sur les monts du Dakar, Miliana, ville des cerises, a vu séjourner le grand écrivain Alphonse Daudet, qui, durant son séjour, a écrit dans son ouvrage Lettres de mon moulin une nouvelle intitulée À Miliana. On continue de parler de beauté, aussi d'environnement, de jardin, j'ai envie de dire, et d'esthétique aussi, à travers un art, l'art de cultiver les jardins, l'horticulture. Et nous avons parmi nous justement la directrice d'une école qui permet de former des générations d'horticulteurs. Et voilà, j'ai nommé là Madame Feriel Zerouki, directrice de cette école que je viens de nommer. Bienvenue. Merci de l'invitation surtout. Voilà, vous avez pas mal discuté en coulisses avec notre deuxième invité ici présent, donc Monsieur Harzallah. Bienvenue. Merci. Voilà, Ahmed Harzallah, donc vous représentez l'AND, donc l'Agence nationale des déchets, en qualité de porteur d'un projet très intéressant, en fait un nouveau système national qui sera bientôt lancé. On n'en dira pas plus. Hein. Oui. Honneur aux dames d'abord. On va développer avec notre amie ici présente. On va parler de la beauté des plantes, de leur agencement dans les espaces urbains, dans les espaces aussi, de jardins publics ou autres. Donc vous allez nous dire. Donc cette école existe depuis fort longtemps, hein, n'est-ce pas? Alors oui, je vais vous dire, c'est une école qui existait, oui, au niveau du jardin d'essai, c'est l'école d'horticulture. Mais nous ne sommes plus, l'appellation c'est plus école d'horticulture, nous sommes institut. Oui, tout à fait. Voilà, nous sommes un institut de technologie spécialisé de formation agricole. Nous formons des techniciens supérieurs en ce moment. Première promotion de techniciens supérieurs, effectivement. Voilà. Ce sont des techniciens supérieurs spécialisés en horticulture ornementale et paysagisme, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'art de créer une pépinière, de la remplir de plantes d'ornement et de pouvoir aménager des espaces verts, tout espace confondu, hôpital, villa, forêt, tout. J'imagine que c'est dans un bel écran de verdure que vous travaillez au quotidien, donc. Hein. Ça doit être très joli. Si, je vous invite à venir visiter parce que c'est le travail des élèves. C'est le terrain d'application de nos élèves. Oui. Voilà, donc c'est gazonné, c'est couleurs, c'est eux. Voilà, c'est leur imagination, c'est leur talent, voilà, pour l'agencement des différentes plantes qu'ils commencent d'abord par connaître, n'est-ce pas? Ils vont découvrir toutes ces plantes, tous ces légumes, toutes pas de légumes, oui, des fleurs, des plantes, voilà, des plantes d'ornementation, d'ornement, et donc voilà, et il s'agit des fleurs, bien sûr, des petits arbustes qu'on voit un peu partout, des arbres, mais il peut y avoir des arbres fruitiers qui composent un jardin. D'ornement, oui, d'ornement. Vous avez rapidement, écoutez, un citronnier, il est joli à planter, il est beau, il est parfumé. Oui, de par sa couleur. Tout à fait. Ça ne vient pas tout de suite comme ça des noms, j'aurais dit. Donc, vous êtes installé depuis quelque temps dans la région de Hrawa. Oui. Donc, et c'est vrai qu'on voit une belle transformation de notre capitale grâce à la présence de la structure qui veille au grain par rapport à nos espaces verts, le Deval en l'occurrence, et vous injectez justement le savoir-faire dans ces structures en particulier, n'est-ce pas? Vous avez formé la plupart des cadres de le Deval. Effectivement, pratiquement tous nos élèves travaillent au sein de le Deval. En fait, nous avons comme mission principale initiale, ce qu'on appelle la formation initiale, c'est cette formation de former des techniciens supérieurs dans cette spécialité. Mais en même temps, nous avons d'autres missions, celle de former des jardiniers. Et les jardiniers de l'EDEVAL, de l'EHEV, du GGR, nous les formons. Du jardin d'essai, nous les formons. Et après, nos enfants vont travailler là-bas.
Et ce sont des cadres, hein, ils ont des postes très très importants. Ils viennent de l'ensemble du territoire, des 58 villages. Vous recevez de partout. Oui. Donc ces étudiants qui viennent, parce que c'est quand même le seul institut qui dispense cette formation de paysagiste. Oui, c'est le seul institut national qui dispense cette spécialité. Donc nous assurons. Et puis c'est une formation qui est gratuite. Hein. Elle est prise en charge par l'État, donc ils sont pris en charge totalement. Et nous insistons dans notre formation à mettre le paquet sur la pratique. Vous qui justement êtes dans la pratique, dans cette formation depuis 2015, plutôt la gestion de l'école, parce que vous avez été formatrice tout d'abord pendant très longtemps, et donc vous sentez l'importance d'un tel établissement par rapport à l'évolution de notre pays? Si. Oui. Si. Moi je sais que cet institut, c'est... Je ne vais pas dire que c'est mon institut, mais nous faisons tout pour qu'il reste visible. Là où je veux venir aujourd'hui, c'est faire de la publicité, entre guillemets. Oui. Cet institut doit continuer à exister de par sa spécialité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, du temps du confinement, tout était fermé, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on voyait? On voyait les gens acheter des plantes. Absolument. Et décorer leur balcon, leur jardin. Et c'est ça la beauté. Maintenant, quand on voit nos ronds-points, ils sont très très jolis. Il y a quelques années, et dans les cités, les hommes se sont mis au jardinage. Voilà, oui. Dans les différents, vous pouvez en attester, parce que vous êtes dans une agence qui permet aussi d'avoir un regard sur l'environnement, sur la propreté. Les cités sont devenues beaucoup plus propres depuis le confinement, un petit peu quand même. Propre, oui, parce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est que là on partage avec eux beaucoup plus tout ce qui est compostage. C'est les déchets ménagers. On fabrique du compost à partir des déchets ménagers. Ce compost, il sert à alimenter leurs pépinières. Et les différents jardins publics, les différents jardins aussi dans les espaces urbains, dans les cités nouvelles, etc. Et en tout cas, j'imagine que pas mal de ménagères qui nous suivent ce matin vont être jalouses. Elles vont dire « Oh là là, j'aurais aimé faire cette formation. » Est-ce que l'école est accessible à ce type de personnes? Déjà, on est passé depuis mars 2022 à un autre stade. Avant, on formait des techniciens et l'âge réglementaire était de 30 ans, ne pas dépasser 30 ans. Avec le nouveau statut, on a enlevé l'âge. La limite d'âge n'y est plus. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de personnes, les fonctionnaires, les gens qui travaillent nous appellent pour nous dire on aimerait bien se former, mais on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons créé ce qu'on appelle la formation qualifiante, qui leur permet de venir sur 4-5 mois, une fois par semaine. Excellent. Pendant 4 heures. Et ça, c'est autorisé d'avoir On peut autoriser notre personnel à aller se faire former pour 4 heures. Donc, c'est le pur bonheur. C'est bien. Et puis, c'est vrai que ça durera. La formation prendra plus de temps. Elle prendra du temps, elle prendra du temps. Mais bon. Mais c'est un temps qui est lié à beaucoup de plaisir, j'imagine. Énormément, parce qu'ils font du terrain. Oui. Ils font du terrain, ils sortent. Et c'est un choix personnel aussi d'aller vers Voilà, c'est un choix personnel. C'est pas l'élève qui n'a rien à faire, qu'on a ramené, qu'on a traîné. Là, c'est j'aimerais bien avoir un jardin fleuri, donc allez, je me lance. Oui, les fleurs, les plantes, ça apaise, ça fait du bien à l'esprit, ça fait aussi du bien à l'âme. Et puis, vous y avez pensé aussi par rapport aussi à une catégorie un petit peu fragile, celle des personnes en situation d'handicap? Je vais vous dire tout simplement, pas l'année passée, il y a 2 années, un élève à nous a fait comme thème d'étude l'aménagement d'un centre Alzheimer. D'accord. Ça, c'est pas mal. D'Ibrahim. Oui. Il a aménagé, il a fait un plan d'aménagement. Donc, s'ils sont d'accord, ils vont l'aménager avec son étude. S'ils ne sont pas d'accord, mais on y pense parce qu'il faut les hôpitaux. Oui, les personnes âgées pourraient éventuellement s'adonner à cette activité qui pourrait vraiment les aider sur le plan psychologique. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas accessible du moment que je vais aller plus loin. Vous avez les enfants à besoins spécifiques. Je crois qu'ils sont faits pour cette formation. Et je ne crois pas, j'en suis certaine. Ils sont faits pour faire du jardinage, pour se former dans ce domaine. Parce que c'est manuel, parce que c'est quelque chose qui est accessible, qui ne demande pas. Voilà, ça ne dérange pas. Qui ne demande pas une très grande qualification, mais surtout un savoir-faire, un apprentissage qui se base aussi sur leurs facultés manuelles. En tout cas,
voilà, c'est dire que cette école est ouverte à tous finalement. Voilà, justement, donc je vous avais dit, nous avons plusieurs missions. C'est bon, on va laisser celle du 9 octobre qui vont rentrer. Ce sont nos futures première promotion de techniciens supérieurs en horticulture. C'est bon. Donc niveau terminal, 2 ans et 6 mois d'études pour eux. Il y aura les techniciens aussi, on ne les enlève pas. Hein. Et on fait en parallèle donc la formation qualifiante, donc une fois par semaine. Nous formons les jardiniers de tous les secteurs. On nous envoie les jardiniers. Nous formons les trisomiques, les enfants à besoins spécifiques. Et bien d'autres. Vous savez, quand on vient, on nous fait une proposition, on tient compte de cette proposition et nous l'offrons à notre tutelle. Très bien. Et puis on discute avec eux. Mais quelles sont les perspectives d'emploi pour les horticulteurs? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que l'insertion sociale se fait aisément pour cette catégorie? Je vais vous raconter, c'est pas une anecdote, mais bon, on m'appelle très souvent parce que les gens sont à la recherche de nos techniciens. Et bien je vous jure que je leur ai dit, j'en ai pas sous la main. Il y en a peut-être à l'intérieur du pays, parce que je n'arrive pas, j'ai pas la main à l'intérieur du pays, mais ceux de la capitale travaillent. Je n'ai pas de chômeurs. Pas de chômeurs sur la capitale. Secteur. Non. Ben, voilà, j'espère que ça donnera des idées à ceux qui nous suivent ce matin, qui sont à la recherche d'un emploi ou une perspective de recrutement. Ben, voilà. Cette formation le permet, oui. Il y a aussi, j'ai oublié, celle dite de courte durée, de 2 à 5 jours. C'est un programme que nous faisons en collaboration avec les chambres d'agriculture et les directions des services agricoles des wilayats limitrophes. Ce sont des thématiques que nous offrons pendant 2-3 jours, champignons, safran. Et là, c'est pour les agriculteurs, les fils d'agriculteurs, les porteurs de projets. Oui. Et je vous jure qu'ils vont très très loin avec ces formations. La dernière fois, nous avons fait les safrans. Et ben, il y a eu 2 porteurs de projets, Wahid fi Zemouri, l'autre à Béjaïa, avec la dame qui est venue pour enseigner. Ils vont créer une safranière. Elle crée des safranières un peu partout, cette dame, dans le pays, et c'est excellent. Louisa Sidihak. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est un collectif qui bouge pas mal par rapport aux safranières et le développement de la culture. Et les fleurs du safranier sont magnifiques. Elles sont violettes. Oui, elles sont magnifiques. Nous avons créé une toute petite safranière au niveau de notre institut. On a mis un élève pour suivre cette plantation jusqu'au bout, donc avec cueillette, séchage, etc. Restez avec nous, Madame Zerouki. En tout cas, de l'art de cultiver les jardins, on va parler de l'art du compostage. Non, pas seulement ça. De l'art, justement, de la préservation de l'environnement, de tous ces déchets qui pourraient éventuellement encombrer donc, les espaces au quotidien. Donc là, l'Agence nationale des déchets a pour prérogative, justement, la gestion des déchets chez nous. On peut rappeler un petit peu les missions essentielles? Oui, donc l'Agence nationale des déchets est un établissement d'État, donc sous tutelle du ministère de l'Environnement. On est chargé d'accompagner les collectivités locales en matière de gestion des déchets, aussi d'établir la sensibilisation en matière de gestion des déchets aussi. Donc, grosso modo, on fait tout ce qui est étude par rapport à les déchets. Et quelle est la quantité justement de déchets ménagers produites annuellement et les déchets d'emballage, entre autres, parce qu'on va surtout focaliser sur les emballages dans un instant. À travers la caractérisation des déchets menée par l'Agence nationale des déchets dernièrement, on est à 13,5 millions de tonnes de déchets ménagers annuellement. Donc, parmi ces 13,5 millions, on a plus... À travers le pays ou seulement à la capitale? À travers le pays, d'accord. National, bien sûr. C'est qu'on mène des campagnes de caractérisation qui vont par la suite nous permettre de calculer la quantité générée. Donc, j'ai dit qu'on a 13,5 millions de tonnes et on a plus de 54% des déchets organiques. Bon, c'est des déchets qui sont organiques, donc ça représente environ 7 millions de tonnes. Et par rapport à les déchets d'emballage, on a de 25 à 30%. Donc, les déchets d'emballage représentent 25 à 30% des déchets ménagers produits annuellement. Très bien. Si vous êtes parmi nous ce matin, c'est surtout pour parler de ce nouveau système national de récupération des déchets d'emballage, c'est bien ça? Oui, donc le système national de récupération et de valorisation des déchets d'emballage Ecogem, créé par décret exécutif, et l'Agence nationale des déchets a été mandatée pour mettre en exécution ce système. Donc, en fait, c'est votre équipe qui est à l'origine de cette proposition. Vous êtes un des ingénieurs qui sont à l'origine, qui a travaillé sur ce projet. Qui travaille sur ce projet, oui, effectivement. C'est pour le développement des filières de valorisation des déchets. Donc, en citant Ecogem, donc Ecogem, c'est
dans le monde entier, on trouve des exemples pareils, c'est que c'est des mécanismes que l'État a mis pour gérer les déchets d'emballage. Oui. Le cas des déchets d'emballage, donc c'est un mécanisme en quelque sorte qui sert à collecter les contributions des générateurs. Il faut savoir que ici en Algérie, les générateurs des déchets ont une obligation, donc ils doivent gérer les déchets à leurs frais. Donc l'État, plutôt la loi leur présente ils ont 3 points à développer, c'est qu'ils peuvent se mettre en système individuel, c'est que de gérer eux-mêmes leurs déchets, donc c'est-à-dire de faire la collecte, le tri de leurs déchets, la valorisation tout seul, ou bien ils vont d'établir des contrats avec des prestataires privés, donc ces prestataires, que ce soit des collecteurs, des récupérateurs ou des recycleurs, ils vont recycler ou récupérer ces déchets, ou bien d'adhérer au système écogène. Donc il y a différentes possibilités pour notamment ceux qui génèrent ce type de déchets. Oui. Ça peut être des industriels, ça peut être, je ne sais pas moi, des pharmacies, je ne sais pas. On peut définir un générateur, c'est qu'un générateur, c'est tout producteur d'un produit qui utilise des produits d'emballage pour commercialiser son produit. Donc ça peut être un producteur de X produits, ça peut être un importateur d'un produit, ça peut être un importateur ou producteur d'emballage de services. Donc c'est votre première cible dans ce système nouveau que vous instaurez. C'est le premier cible, c'est nos premières cibles. Donc, ces générateurs, ils peuvent adhérer à Ecogem. Donc, on l'appelle, c'est l'éco-contribution. Donc, cette éco-contribution sera versée vers le système Ecogem. Et par la suite, elle sert à financer tout ce qui est les activités de tri, de collecte, de valorisation ou de recyclage des déchets d'emballage. Tout type de matériaux confondus, j'imagine, ou est-ce que ce sont des matériaux en particulier? Oui, effectivement. Les déchets d'emballage en général, c'est tout ce qui est plastique, les métaux, le carton, papier, tout ce qu'on utilise comme produit pour emballer ou là pour servir à un emballage d'un produit qu'on commercialise par la suite. Très bien. Et tout ça peut être recyclé, peut être valorisé, donc récupéré pour être réinjecté dans notre économie, n'est-ce pas? En parlant du recyclage, la majorité de ces produits peuvent être recyclés. D'un côté technique, oui, mais d'un côté beaucoup plus financier ou beaucoup plus... d'un côté, c'est que techniquement, on peut recycler tous les produits. Oui. Mais il faut savoir que, d'une part de la rentabilité des produits, il y a certains produits qu'on ne peut pas recycler parce qu'ils ne sont pas rentables. Donc, à cet effet, c'est que Ecogem est là pour booster ces filières de valorisation des déchets d'emballage et d'encourager les porteurs de projets à investir dans le domaine du recyclage ou de la récupération des déchets. De toute façon, il y a de plus en plus d'entreprises, vous êtes d'accord avec moi, Madame Zerouki, il y a énormément d'entreprises, de jeunes qui investissent dans ce créneau et on voit de plus en plus de récupérateurs de déchets d'emballage dans les différents lieux servant de poubelles ou de points de points de collecte. Oui, je peux vous confirmer ça, c'est qu'on a au niveau de la chance... On les croise de plus en plus, il y a ces petits camions. Des petites camionnettes toutes pleines de bouteilles en plastique. De bouteilles, maintenant, de cartons. On a des bouteilles dans la voiture, on leur donne. Oui, on s'en débarrasse facilement maintenant. Ça incite justement l'usager à penser à C'est un créneau. Voilà, ça nous incite à faire un tri sélectif, même si les dispositions n'ont pas encore abouti par rapport au tri sélectif. Il n'est pas généralisé à travers le pays, mais je pense que c'est une mesure qui est réfléchie actuellement. Bien sûr, c'est qu'en se servant on a une banque de données au niveau de l'Agence nationale des déchets, c'est le système d'information sur les déchets, le SNID. C'est que en 2014, on ne dépassait pas les 4900 personnes actives dans le domaine, des entreprises actives dans le domaine de la gestion, plutôt dans le recyclage et la récupération des déchets. Et actuellement, en 2022, on est plus de 14 000 entreprises actives dans le domaine de la récupération et la reprise des déchets. C'est plus que quadruplé. Oui. C'est-à-dire que ça a vraiment pris de l'ampleur. Ça preuve vraiment l'ampleur du domaine.
Non, mais c'est vrai, parce qu'on sait le recyclage de la matière plastique fonctionne très bien. Donc, il y a de plus en plus d'entrepreneurs dans ce sens. Et puis, ça crée des postes d'emploi pour tous ces récupérateurs. De la richesse aussi. Voilà, de la richesse aussi, comme et vous il a dites. invité nos élèves à aller visiter ça. Très bien. Oui. Donc voilà, ça pourrait être de futurs porteurs de projets. Qui sait, peut-être qu'à leur sortie, ils auraient, ils feraient le double emploi. Peut-être qu'ils auraient à aménager aussi des espaces verts, mais aussi à avoir cette fonction créer une. Oui, excellent. Excellent. Donc à travers EcoGem, donc il sert à stabiliser beaucoup plus le marché, parce qu'on sait que la majorité des déchets d'emballage, ils sont collectés par des personnes de l'informel. C'est de l'informel. Et on peut citer un exemple, c'est que pour le plastique, avec la hausse des prix du pétrole, il faut savoir que le plastique c'est un dérivé du pétrole. Donc si le pétrole augmente, donc automatiquement le plastique va augmenter. Donc EcoGem, il sert beaucoup plus à stabiliser le marché, c'est que cette éco-contribution va être versée pour le compte de ces récupérateurs recycleurs. Donc dans la période de crise, ils peuvent être rassurés que ça ne va pas les toucher en quelque sorte. Très bien, et puis ça va un petit peu atténuer ce marché parallèle, l'informel, et puis aller vers une régularisation de la situation des uns et des autres. C'est la régulation, c'est le but du système. Ben, j'espère qu'ils seront donc, vous ciblez qui? Parlez-nous un petit peu en fin de parcours. On va parler de effectivement l'organisation, comment ça va fonctionner. Le système sera lancé prochainement, donc fin d'année, c'est ça? Fin d'année, Inch'Allah. Donc le système, il fonctionne, c'est vraiment simple, c'est qu'en collectant ces éco-contributions versées par les générateurs, donc un adhérent à un système EcoGem, c'est tout un générateur qui verse des additions, c'est une éco-contribution vers le système. Donc comment sont calculées ces éco-contributions? Alors ces éco-contributions sont calculées à la base de la quantité des déchets, plutôt des produits d'emballage utilisés pour commercialiser les produits, la quantité et la qualité aussi. Donc, et après, on a un prix vraiment précis pour chaque type d'emballage. Donc, on peut collecter par la suite, on peut calculer l'éco-contribution. Et appliquer les nouveaux barèmes et les versements. Tout un barème tarifaire, etc. Voilà, qui seront générés de par cette activité. En tout cas, c'est très intéressant. Nous avons parlé à l'instant, mesdames, messieurs, donc d'un nouveau système national de récupération et de valorisation du déchet d'emballage. Donc, on est de plus en plus précis dans la gestion des déchets. Et monsieur Ahmed Daharzallah, ingénieur, était parmi nous ce matin pour en parler, représentant justement le ministère de l'Environnement. L'Agence nationale des déchets. Et l'Agence nationale des déchets surtout. Voilà. Merci infiniment à Madame Zerouki aussi, Madame Farid Zerouki qui est directrice de l'école d'horticulture. Elle nous a parlé de l'art de cultiver les jardins et de cette école. Donc ouverture, cette école qui s'ouvre prochainement dès le 9 octobre. Est-ce que les inscriptions sont bouclées ou pas? Non, voilà. Continue, ça s'arrête pas. Très bien, donc vous êtes les bienvenus dans cette école qui se trouve du côté de l'Harawa. Vous tapez, vous cherchez, ils ont une page Facebook très animée qui vous donnera toutes les informations requises. Comment s'appelle votre page? L''ITSFA, Alger. Voilà, ITSFA, Alger. Donc, et vous aurez toutes les informations si vous êtes intéressé par ce type de formation en horticulture. Merci infiniment. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin dans Bonjour d'Algérie. C'est toujours un plaisir pour moi aussi de vous recevoir dans cet intérieur, au nouveau décor de Bonjour d'Algérie qui se poursuivra jusqu'à 10h. Restez avec nous, restez branchés. On a pour invité d'honneur ce matin Jazem Khalifa qui nous parlera de Chabi et d'un nouveau clip. Mais avant, nous allons recevoir aussi M. Abdel Fattah Harab qui représente l'association Infotrafic tout de suite après ceci.
C'est toujours un plaisir pour nous, en tant qu'équipe de Bonjour d'Algérie, de recevoir les éléments qui, à la base, étaient un jeune groupe de bénévoles. Ils se sont intéressés aux accidents de la route, ils se sont intéressés au bon déroulement, justement, sur nos routes. Il s'agit de l'association Infotrafic, dont un représentant est parmi nous ce matin. J'ai plaisir de recevoir M. Abdel Fattah Arab ce matin. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, voilà, vous avez votre gilet. J'ai mon gilet, voilà, c'est notre gilet, c'est notre logo et donc, tout. Voilà, on faisait de la sécurité routière, de la prévention. C'était une aide, c'était une contribution de notre part pour essayer d'aider les gens au maximum, les utilisateurs de la route. Et voilà, c'est notre devise, informer, soutenir, aider et prévenir. Donnez de votre temps pour informer justement l'usager sur nos routes des bouchons par exemple, ça fait partie des de éventuels accidents, des retards à prévoir. C'est à cette base qu'a été créée notre association, notre groupe. On a commencé par Facebook, donc on donnait des informations routières, donc voilà, les bouchons, les accidents, les axes routiers où il y a une congestion importante de voitures et tout. Donc c'était l'information, essayer de donner des solutions, des propositions, parce que des fois, quand on a l'information que notre destination de point A à B et il y a un problème, donc on peut changer par Y, X et toujours arriver, donc l'information, elle aide beaucoup à ça. Donc c'est comme ça que c'est comme ça que c'était parti. Puis oui, après, au fur et à mesure. Vous utilisiez aussi vos véhicules pendant vos heures de repos pour aider les gens en difficulté sur les routes. Oui, c'est ça, voilà. Parce que après, ça s'est développé. C'est tout un réseau qui s'est créé, en fait. Oui, c'est ça. Ça s'est développé par un engagement plus intense et plus grand de nos membres. Et voilà, ça a commencé par donner un peu plus de temps. Après, c'est monté de crescendo. Donc, on donnait plus de notre... on utilisait nos véhicules, nos propres ressources. Donc, on achetait nous-mêmes ce qu'il fallait pour aider les gens et tout. Donc voilà, et par rapport à tout ça. Chapeau bas, messieurs et dames, parce qu'il y a des dames aussi parmi vous. Oui, donc, Abdel Fattah Arab, donc si vous êtes parmi nous ce matin, c'est pour un petit peu appuyer l'information pendant cette rentrée sociale, rentrée scolaire, qui implique des bouleversements sur nos routes, parce que voilà, il y a plus de densité, il y a plus d'usagers, il y a ce déplacement vers l'école et vers les lieux de travail qui implique aussi parfois le recours à l'excès de vitesse, à certains dépassements. Donc vous êtes là aussi pour donner quelques conseils et quelques recommandations relatives à cette période de charnière. Bon, écoutez, c'est une période, on est passé par une période d'accalmie où entre guillemets, on va dire, il y avait moins de densité sur les routes, mais il y avait plus d'accidents et les accidents étaient plus spectaculaires. Bon, on déplore cela, mais on sait que chaque année, avec la rentrée scolaire, c'est la fin des vacances, la fin des congés. Donc, il y a plus de gens qui rentrent dans les villes. Généralement, c'est les grandes villes qui subissent cet encombrement immense. Et bien sûr, la vétusté de nos routes, qu'il n'y a pas beaucoup de développement malgré les efforts consentis pour cela, mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire pour cela. Et donc voilà, donc les familles et les gens commencent à s'organiser. Des fois, ils s'organisent mal, ils s'y prennent pas tôt, ça crée des tensions. Et ces tensions-là se répercutent sur l'utilisateur du véhicule sur la route. Donc généralement, c'est des effets, c'est comme ça commence comme ça. Des fois, on dit beaucoup qu'on conduit comme on se comporte. Donc c'est pour ça qu'on essaye de se focaliser sur l'humain, sur les personnes et essayer de bien sûr leur donner plus de confort. Et nous, à notre niveau, le confort qu'on peut donner, c'est l'information qui est primordiale. Donc le conducteur du véhicule ou de l'automobiliste ou celui même qui va prendre un moyen de transport et tout. Donc, s'il a l'information qu'il y a quelque chose qui voilà, donc il faudrait qu'il accède un petit peu à votre page. Oui, il essaie d'accéder à notre page ou à d'autres pages, mais bon, nous, on est le précurseur. Pour connaître les points d'encombrement. Pour connaître à peu près ce qui va se passer. C'est comme quand on regarde la météo. Tout à fait. Donc, on prévoit. Allez, on jette un œil et on prévoit. Oui, on jette un œil, on prévoit. Si on doit se vêtir, si on doit se couvrir bien ou là, c'est bon, on n'a pas besoin de parapluie et tout. Donc, c'est pas.
Oui. Ça devrait être des mécanismes qu'on devrait apprendre à faire. En qualité de chargé de communication pour Infotrafic, Abdel Fattah Arab, vous avez pris part à ces ateliers, donc à l'invitation du ministère du Transport. Vous êtes parmi les acteurs qui étaient présents à ces journées d'études, le 15 et le 16 du mois en cours, n'est-ce pas, en faveur du développement et de l'amélioration justement des conditions des routiers. Oui, c'est vrai, c'est juste pour vous corriger pas que c'était le 5 et le 6. Le 5 et le 6, j'ai rajouté un 1. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit un 1 à côté. Voilà, c'est le 5 et le 6 septembre, oui. Voilà, le 5 et le 6 septembre, il y avait une rencontre qui a été organisée au ministère du Transport, comme vous l'avez dit. Cette réunion était pour faire un constat général sur l'état sur ce phénomène, le phénomène des accidents. C'était l'urgence. C'était le sujet d'actualité, vu les accidents qui étaient... Il y a eu des accidents spectaculaires. Oui, spectaculaires dernièrement, c'était juste avant la rentrée. Avant de développer justement les recommandations ou l'aboutissement justement de cette réunion, on va rappeler par exemple l'exemple de tout récent de Janet Illizi, la route de Janet Illizi. Voilà, dernièrement, ça fait 2-3 jours, un accident au niveau entre la route entre Janet et Illizi, où on a déploré 7 morts. C'était un accident d'un véhicule de transport de personnes. Et voilà, c'était, on va dire, c'est quand même lourd, cette personne. Oui, cette personne dans un petit fourgon de transport, oui, c'est très lourd. Alors, vous imaginez si c'était encore un bus. Et surtout, les routes du sud, les routes désertiques, elles sont longues, elles sont ennuyeuses. Et voilà, donc il faut être vraiment prudent, il faut avoir le temps de repos, il faut être bien reposé pour éviter l'effet d'endormissement. Donc, voilà. Oui, la somnolence au volant. Oui, la somnolence au volant, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, donc il faut faire réagir les gens et leur apprendre peut-être les moyens. Bon, on va dire le moyen le plus propice, c'est de prendre beaucoup de repos. Mais de s'arrêter. Prendre du repos avant de démarrer son voyage. Et des fois, il faut éviter, par exemple, en pleine route, il faut éviter de trop manger. Voilà, c'est des réflexes qu'il peut prendre pour éviter la somnolence au volant. Et voilà, sinon, on déplore des accidents spectaculaires. Et ça a donné l'objet à la discussion. À la fin, on avait tous convenu sur une plateforme générale, comme dire une feuille de route, qui était divisée à 3 volets par rapport au timing. Donc, les mesures très urgentes qu'il faut prendre instantanément, de première chose. Et après, ça sera du court, moyen terme et à long terme. Donc, voilà. On vient de voir à l'instant une image d'un conducteur qui est en train de slalomer entre les véhicules en pleine autoroute. Et c'est vrai que ça, c'est très dangereux. Pour peu qu'il y ait un conducteur fatigué, en pleine somnolence, ça peut provoquer ça peut avoir des conséquences vraiment désastreuses. Des fois, c'est ce qui provoque ce type de collision un peu. Oui, c'est vrai. Des fois, on n'est pas à l'abri d'un accident. Même si on est un bon conducteur, un très bon conducteur, on fait attention, on est prudent sur la route, on peut tomber sur des énergumènes pareils. Donc, je m'excuse du terme, mais ils n'ont rien à voir avec... Ils effraient les personnes ils n'ont rien à voir avec le comportement civique ou civil. Voilà, ils représentent un danger pour eux-mêmes et pour autrui. Absolument. Donc, si c'était eux qui allaient prendre les conséquences, on va dire... des dépassements à droite, à gauche, sans signalisation. Oui, sans signalisation qui peut provoquer des accidents. Dernièrement, il y a eu un accident d'un taxieur à 6 h du matin. Il était au trajet, c'est ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui l'a percuté derrière et voilà, ça a fait un accident énorme. Il y avait un carambolage et tout, mais il y avait le décès d'un homme, décès d'un homme. Voilà, et c'est regrettable. Voilà, c'est regrettable. Donc c'est des comportements qui sont pas tolérables. Donc il faut dénoncer. Toujours, on dit, il faut dénoncer et que les autorités prennent les mesures adéquates. Il faut sévir. En tout cas, les ateliers ont abouti à des recommandations tangibles, parce que dans la mesure où vous avez recommandé le doublage des chauffeurs sur les routes, par exemple. Voilà, ça c'est pour les longs trajets. Les routiers, Les routiers, pour les chauffeurs transporteurs de voyageurs, on avait proposé qu'il y ait obligation de mettre à disposition un chauffeur doubleur. C'est pour les distances de plus de 600 km. Donc voilà, et aussi de mettre un chronotachygraphe. Ça, c'est pour mesurer les temps on va dire, calculer les vitesses déjà. Donc la vitesse, s'il y a
S'il y a dépassement de vitesse limitée, donc il sera mentionné sur le chronotachygraphe. S'il y a aussi, par exemple, les distances parcourues, les temps de repos, tout ça est signalé. Tout ça est chronométré. Voilà, donc tout ça est chronométré. Bon, voilà. Et parmi les mesures d'urgence, c'était l'élaboration d'un nouveau code de la route. Donc ce nouveau code de la route, il y aura plus de sanctions. Les sanctions seront plus dures pour les contrevenants, surtout pour les professionnels. Parce que, voilà, on voit que la plupart des accidents, on ne va pas incriminer tous les professionnels, alhamdoulilah. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment, c'est des vrais professionnels, ils font attention, ils sont conscients de leurs responsabilités, mais on a vu que parmi les accidents des derniers mois et dernières semaines, la cause c'était les chauffeurs professionnels. Donc des fois, la cause elle est directe, elle est humaine, mais des fois aussi il y a un problème de pièces ou un problème de dysfonctionnement des véhicules. Ça a un petit peu alerté tout le monde, cet incident de Khraïsia, le semi-remorque qui oui, le semi-remorque, il a perdu les freins et tout, donc voilà, c'est pour ça que... En plein chef-lieu de Khraïsia, oui, c'est-à-dire que ça... Juste à côté du barrage de Khraïsia que tout le monde connaît. Donc c'est pour cela que aussi on a. Ça a causé la mort de 2 personnes et beaucoup de dégâts matériels. Oui, beaucoup de dégâts matériels. Des voitures qui ont été. Même tout le monde avait vu la vidéo, avait vu les images. Tout le monde était choqué, tout le monde a réagi. Voilà, ça a ému tout le monde. Donc c'est pour cela que parmi les propositions, c'était raccourcir les délais. Par exemple, les délais avant c'était chaque année le contrôle technique ou 6 mois. Là maintenant, voilà, ça va. Bon, c'est ce qui a été proposé par, je crois que la chefferie de gouvernement, ils ont proposé ça même à la chambre des députés pour voter un truc comme ça. Donc voilà, ils vont raccourcir les délais, peut-être... pour le contrôle technique des véhicules. Oui, pour le contrôle technique des véhicules. On a même proposé... Parce que le marché de la pièce mécanique propose... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est aux autorités vraiment de prendre en charge ça. D'abord, premièrement, il faut mettre les mécanismes adéquats pour réprimer et pour contrôler plus les pièces de rechange contrefaites et de mauvaise qualité, et aussi mettre à la disposition des gens la pièce de rechange qu'il faut, parce que comme on vit cela ces jours-ci. Il y va de la sécurité du véhicule et de l'usager. Il y a une grande pénurie de pièces de rechange. Vraiment, la pièce de rechange, elle manque beaucoup. C'est pour cela que voilà, on trouve des dysfonctionnements des véhicules. Le manque, il est flagrant. Donc, je ne sais pas. Normalement, c'est aux différents ministères, comme le ministère du Commerce et le ministère des Finances, et pour essayer de trouver des solutions à ça, par rapport au manque flagrant de pièces de rechange. Et aussi, bien sûr, il y a eu aussi essayer de changer et de mettre en place un nouveau programme et des moyens plus adéquats pour les prétendants, ou plutôt pour le candidat des permis de conduire. Au permis de conduire, et donc, puis mettre voilà. le système multimédia et tout, donc il faut rajouter. On pourra peut-être encore développer d'autres idées ultérieurement, Abdel Fattah Arab, en tout cas revenir sur ces nouvelles mesures qui ont été prises au sérieux par le ministère du Transport cette année grâce à l'intervention des citoyens. Vous êtes justement une association qui représente la société civile dans ce sens et qui recommande d'ailleurs vivement un élargissement de l'usage des radars sur certains tronçons d'autoroute que vous appelez noirs ou rouges. C'est les points noirs. Les points noirs. Surtout là où il y a énormément d'accidents, peut-être renforcer les radars dans ces oui, voilà. On va dire les radars, c'est par rapport à la vitesse, mais je pense que les radars ne suffisent pas. Parce que des fois, la plupart des accidents, ce n'est pas par rapport à la vitesse, mais surtout les accidents spectaculaires, c'est par rapport au comportement du conducteur. Donc, généralement, le non-respect des distances de sécurité, la mauvaise utilisation des freins, par exemple pour les véhicules de marchandises, donc il y a le frein moteur, il y a beaucoup de trucs. Donc, c'est tout cela. Et parce que par rapport au radar, donc voilà, des fois, on se dit que... je ne sais pas, ça sera mitigé, mais
par rapport au radar, donc il faut mettre les radars là où il y a vraiment une grande vitesse. Un véritable besoin. Voilà, un véritable besoin. Merci beaucoup Abdel Fattah Arab pour cet éclairage et merci à tous les bénévoles et toutes les personnes dévouées d'Infotrafic, donc cette association que nous respectons énormément. Donc chapeau bas, messieurs, dames, et merci infiniment d'avoir été avec nous. On vous recevra encore et encore pour parler de l'infotrafic. Voilà, après cet infotrafic, une pause musicale, mesdames, messieurs, vous est proposée par notre script, Nassima Kachouazi, elle aime le Chabi. Mohamed Lamraoui va nous interpréter tout de suite une reprise de Cheikh Hasnaoui. C'est parti. يرنفرق نغيما ولانا حسن الغرام نغيم موثى هذ السنين السعدانا وركن صغير صغير داموت ماد الخبر ماد النسرانا نمحمل الفازة مشروحة اصبر اصبر ما مدحوحة ورتمن من علي روحة Et nous restons avec celle qui adoucit les mœurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter notre invité d'honneur d'ailleurs de cette émission n'est autre que Jaisem Khalfa. Nous avons plaisir de le recevoir ce matin. Il est chanteur chabi, interprète donc de ce mode musical tant apprécié dans l'Algérois et dans différentes villes, grandes villes du pays. Bienvenue.
Merci, merci, bonjour. Bonjour Ça à va, vous, vous allez bonjour tout le bien? monde. La base, ça Vous n'avez pas eu de soucis avec le trafic routier, ça va, ça a été? Ça va, ça va. Ah, aujourd'hui, c'est un peu dense hein, quand même. Avec l'embouteillage et tout. Beaucoup d'embouteillages, mais on est ravis de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invitation. Voilà. Il faut dire que ceux qui ne vous connaissent pas devraient s'informer des spectacles que donne notre ami ici présent, parce que le Qadat Shabi de Nazem Khalfa marque à vie, n'est-ce pas? Oui. Voilà, ça, vous ne pouvez pas le dire, mais moi je peux, parce qu'elles sont magnifiques. C'est vrai que c'est empreint de douceur, empreint de profondeur, et c'est toujours dans des ambiances très feutrées, très belles. Oui, des ambiances très belles, traditionnelles, Qadat familiales. Inch'Allah, ça va continuer. Inch'Allah, ça va continuer. Si vous êtes parmi nous ce matin, c'est parce que vous avez une nouveauté à présenter à votre public, à vos fans, mais aussi aux téléspectateurs de Bonjour d'Algérie qui nous suivent à travers la planète, donc qui sont un peu de partout, qui vous suivront ce matin et qui découvriront un petit peu ce nouvel opus. Donc, c'est un single que vous lancez. Un nouveau single, oui. Un nouveau single qui est sorti le 1er septembre. Très bien, qu'on écoute déjà en radio depuis le 1er septembre. Oui, oui. Il est déjà passé à la radio. Oui. Très bien. Exactement. Ça s'appelle Ana Malimal. Ana Malimal, oui. Ana Malimal. Une histoire de trahison. C'est une histoire, exactement. Exactement, oui. Et d'amour, voilà, complètement voilà. malheureux. Écrite par Khaled Sofiane. Khaled Sofiane qui est auteur, compositeur, chanteur et musicien aussi. Je salue, donc le bonjour. Voilà. D'accord. Khaled Sofiane vous a proposé ça quand? Donc c'est une nouvelle chanson qu'il a écrite ou est-ce qu'elle était déjà cachée quelque part? Les années 90. Voilà, je m'en doutais. Oui, les années 90. Oui. Il vous l'a proposé, vous l'avez aimé? Parce que c'est en général ce qui se passe. Je l'ai aimé, je l'ai interprété. Vous l'avez ressenti et vous avez choisi. Voilà, de la lancer avant même un album en single. Et voilà, un single qui a été clippé et qu'on va découvrir peut-être ensemble avant de continuer d'en parler. Inch'Allah, oui, ok.
Donc un Mali Mali, donc des paroles qui racontent un amoureux transi, donc qui lui a été trahi par sa bien-aimée, c'est bien ça. C'est Anna Mali Mal. Mali Mal. Oui, j'ai dit quoi moi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Anna Mali Mali. Ah d'accord, Anna Mali Mal. Anna Mali Mal, c'est le titre de ce single. Ouais. Voilà. Ah d'accord. Voilà. C'est vrai, il dit Anna Zawali. Exactement. Je suis pauvre, elle m'a préféré un riche et puis voilà, elle m'a laissé malheureux, elle m'a abandonné. Et oui, la trahison existe autant que l'amour. C'est quelque chose de réel, voilà. Ça arrive. C'est un vécu. C'est un vécu, donc c'est une histoire inspirée d'un réel. Et c'est écrit par Khaled Sofiane, donc qui avait eu sa contribution sur ce travail. C'est également votre ami, j'imagine? Oui. Très bien. Vous avez été musicien d'abord dans différentes associations. Vous êtes multi-instrumentiste parce que vous êtes aussi doué à la percussion. J'étais musicien au début de ma carrière, j'étais musicien, oui. Musicien percussionniste. Et vous êtes multi-instrumentiste parce que vous touchez à la percussion, vous touchez aux instruments à cordes. Exactement. Comme ça, c'est un mandol. C'est un mandol. C'est un mandol que vous avez amené ce matin. On va vous écouter jouer dans un petit instant. Donc on revient sur cette chanson, Email. Donc vous l'avez lancée au 1er septembre de cette année. 1er septembre, oui. D'accord. C'était pour vous un événement important, lancer un clip, un nouveau clip, parce que c'est vrai qu'on n'a pas coutume de voir du shabi clippé, ou alors pas très souvent. Donc les chanteurs, voilà, leurs sites sont interprétés sur scène ou alors dans des mariages. Tout à fait, oui. C'était un événement de relancer la carrière. Après la période du Covid et tout, il fallait faire un nouveau single pour relancer la carrière, carrément. Oui, tout à fait. En tout cas, la période du Covid vous a donné matière à réfléchir, vous et tout un collectif, sur un événement qui s'appelle la Kasbah. La Kasbah, donc... la Kasbah célèbre le Shabi. Célèbre le Shabi. J'ai participé, oui. C'était le 18 juin. 18 juin avec l'association Shabab Mawahib wa Afaq de Madame Nassera Douagui, en collaboration avec Monsieur Boualem Belchab, que je salue ce matin. C'était une belle expérience, oui. Oui, tout à fait. Monsieur Boualem Belchab qui a organisé beaucoup d'événements relatifs au Shabi, au Bastion 23, entre autres, voilà, et à la Kasbah. Oui. Et donc, c'est un événement pour lequel vous avez assuré la direction artistique, la sélection des artistes qui ont participé. J'étais chargé de la direction artistique. La direction musicale également et l'orchestration. Donc, ça fait énormément de ça m'a fait plaisir. Mais c'était bien, non? Oui. Ouais, ça a été une belle fête du Shabi, en tout cas, accueillie par les ruelles. C'était une belle fête, une belle journée à la Kasbah. Oui. Voilà. Vous en avez gardé un excellent souvenir. Excellent souvenir, inoubliable. C'est-à-dire que là, vous aviez plusieurs baguettes à manipuler, mais bien sûr, toujours avec le même plaisir, c'est d'avoir à l'honneur cette chanson que vous aimez, le Shabi. On vous sait... un fervent conservateur du répertoire Shabi. Vous chantez beaucoup d'orsaï et de classiques, n'est-ce pas? Classique, du patrimoine, voilà, domaine public. Voilà, ce qui ne vous a pas empêché d'avoir quand même votre petite empreinte, parce que dans la structure musicale des chansons que vous interprétez, on sent tout de suite, on reconnaît Jazim Khalfa. Oui, c'est l'identité. Voilà, c'est ça. J'ai toujours touché à la structure des qasaïd, du patrimoine. Voilà, je ne chante pas comme les autres. Voilà, carrément. Voilà. Je change les mélodies à ma façon. Voilà. En tout cas, on vous invite à nous fredonner peut-être un petit air pour clore cette rencontre. On a été ravis de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup. Et j'espère que le téléspectateur pourra apprécier en radio ou alors acquérir ou découvrir sur YouTube Anna Mali Mel. Donc cette nouvelle chanson interprétée par Jazim Khalfa ici présent. Et voilà, on vous souhaite en tout cas le meilleur, beaucoup de succès pour ce nouveau single qui a été lancé. Merci beaucoup. Et on se fera un plaisir de vous écouter en fin d'émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Je vous souhaite une agréable fin de journée avec la suite des programmes de Canal Algérie. Et je vous invite à écouter ce petit extrait signé Nazim
خلفه. يا ابن أما أنا ناري نار، يا ابن أما أنا ناري نار، قادية ما تطفاش، قادية ما تطفاش، من الغربة شبعت مرار، من اللي رزم وخرج من الدار، خويا راح ما ولاش، خويا راح ما ولاش، يا درا إذا راك بخير يا درا، دموع لأمي ما بكات عليك صارة وصابرة، يا درا إذا راك بخير يا درا، دموع لأمي ما بكات عليك صارة وصابرة، صارة وصابرة، صهرة وصبرة، بالك يا وخي تمن الغربة غدارة، صهرة وصبرة، صهرة وصبرة، بالك يا وخي تمن الغربة غدارة غدارة.